Le Mékong, 8e plus long fleuve du monde, est l'un des plus fertiles. Il influe sur les moyens de subsistance de 60 millions de personnes qui vivent le long de son cours dans 6 pays différents. À commencer par la Chine, où il est appelé fleuve Lancang. Alimenté par la fonte des glaciers sur le plateau Qinghai-Tibet, il traverse ensuite la province chinoise du Yunnan, pénètre en Asie du Sud-Est, passant par le Myanmar, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale depuis le Vietnam. Dans les pays en aval, on l'appelle le Mékong. Pour les pays qu'il traverse, ce fleuve est une source de coopération. C'est une ancienne route commerciale reliant les 6 pays entre eux et avec le reste du monde. Mais le fleuve est également une source de discorde, en particulier au cours des dernières décennies, depuis que la Chine a commencé à construire des centrales hydroélectriques sur son cours supérieur. Les opposants remettent en question leur effet sur l'environnement dans la région, ainsi que leur impact social sur les populations en aval. La controverse a de nouveau fait surface récemment, après la parution d'une étude financée par le département d'État américain. Celle-ci affirme que les barrages chinois ont retenu de grandes quantités d'eau dans leurs réservoirs, aggravant la sécheresse en Asie du Sud-Est en 2019. L'étude, intitulée « Surveillance de la quantité d'eau circulant dans le bassin du Haut-Mékong dans des conditions naturelles, sans entrave », a été réalisée par la société de conseil américaine Eyes on Earth. Cette étude n'a pas été évaluée par des pairs ni été publiée dans une revue académique sérieuse. Il est déroutant qu'un tel rapport ait gagné une si large popularité auprès de nombreux médias et responsables politiques occidentaux. Nos caméras ont obtenu un accès exclusif à certains des projets hydroélectriques le long du fleuve Lancang pour en savoir plus sur la question. Onze barrages hydroélectriques chevauchent désormais le fleuve Lancang dans le sud-ouest de la province chinoise du Yunnan. Ensemble, ils ont produit 96 870 gigawattheures en 2019, alimentant principalement la province du Yunnan ainsi que celle du Guangdong, dans la région côtière du sud. La centrale hydroélectrique de Tinghong est la dernière des 11. Jiang Qinlei supervise la sécurité des opérations de la centrale hydroélectrique de Tinghong. On n'utilise pas le volume d'eau, mais l'énergie de l'eau. En termes simples, les centrales hydroélectriques captent l'énergie potentielle de l'eau pour produire de l'électricité. L'énergie est convertie en électricité sans consommer une goutte d'eau, et cela au profit du développement économique et social. L'hydrologie du Mékong est dans une certaine mesure affectée par les conditions en amont. Mais la majeure partie de son eau provient des affluents du bassin inférieur du Mékong. Selon plusieurs études, le fleuve Lancang en Chine ne contribue en moyenne qu'à environ 13,5% du débit total par an. Une des fonctions des centrales hydroélectriques est de stocker le surplus d'eau qui peut provoquer des inondations en aval pendant la saison des crues, puis de le libérer lorsque l'eau est nécessaire en aval pendant la saison sèche. La Chine n'est pas le seul pays à avoir construit des barrages sur le fleuve Lancang-Mékong. Le long du bas Mékong et de ses principaux affluents, il y a aujourd'hui près de 280 barrages en service, et plus de 90 autres sont prévus. Li Honggang est chargé de coordonner les activités des barrages en cascade au siège de la société Huaneng Lancang River Hydropower à Kunming, chef-lieu de la province du Yunnan. La société a construit et exploite désormais les 11 barrages du fleuve Lancang. L'une des caractéristiques du fleuve Lancang est que l'apport naturel d'eau au cours des 5 mois de juin à octobre représente plus de 70% du volume d'eau annuel. Et les 7 autres mois ne représentent que moins de 30%. Par conséquent, dans les conditions ordinaires, nous pouvons être confrontés à un manque d'eau pendant la saison sèche. Pendant la saison des crues, lorsque l'eau arrive de manière intensive de juin à octobre, la pression sur le contrôle des crues est très élevée. Les Honggang ajoutent que les barrages ne créent pas de conditions de sécheresse. Bien au contraire, ils font partie de la solution.
De manière générale, les barrages régulent le flux d'eau afin que les ressources hydriques soient réparties uniformément sur les périodes de crue et sèche. En termes plus techniques, voici une analyse des arguments avancés dans le rapport de Eyes on Earth. L'étude traduit d'abord les mesures satellitaires en un indice d'humidité de la surface du sol dans la province chinoise du Yunnan, à travers laquelle coule le Lancang. En utilisant l'indice d'humidité pour prédire le débit naturel, l'étude suggère que la région en 2019 avait en fait eu des précipitations et une fonte de neige légèrement supérieure à la moyenne pendant la saison des pluies de mai à octobre. L'un des principaux modèles du rapport est un indice d'humidité qui a été développé par l'auteur et qui porte son nom. C'est le BWI, acronyme anglais pour Indice d'humidité de bassiste. Cependant, dans ses journaux et articles publiés précédemment, il a déclaré explicitement à plusieurs reprises que l'indice ne convenait pas aux zones montagneuses couvertes d'une végétation dense. Mais en fait, l'auteur ne sait peut-être pas grand-chose de cette région, c'est-à-dire du bassin du fleuve Lancang, qui est en effet une zone principalement montagneuse avec une végétation très dense. L'applicabilité de cet indice est donc ici discutable. L'étude d'Eyes on Earth compare ensuite le débit naturel du Mekong avec les relevés du district de Chiang Saen en Thaïlande, où se trouve la station de surveillance la plus proche de la Chine. La différence entre les deux résultats montrerait comment les barrages modifient la quantité d'eau venant de Chine et s'écoulant dans le bas Mekong. L'étude conclut enfin qu'à l'heure actuelle, le niveau d'eau du fleuve à Chiang Saen accuserait un déficit de 126,44 mètres sur une période d'étude de 28 ans. Cela signifie que les réservoirs ou d'autres activités utilisatrices d'eau en amont ont consommé cette quantité d'eau. Mais le rapport lui-même ne dit pas combien ces 126,44 mètres de hauteur du fleuve équivalent en volume d'eau. Le professeur Tianfu Tiang de l'université chinoise Tsinghua se consacre depuis longtemps à l'étude des conditions hydrologiques du fleuve Lancang-Mekong. D'après ce que nous savons de l'hydrologie de la région, notre estimation initiale est d'environ 280 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui est très surprenant. Car selon les analyses statistiques, la capacité des réservoirs des barrages en cascade que nous avons construits au fil des ans sur les cours supérieurs du fleuve Lancang ne représente qu'environ 45 milliards de mètres cubes. Nous n'avons pas non plus de grands projets de dérivation d'eau en amont. La différence frappante entre ces deux chiffres montre donc que cette conclusion est incorrecte. Récemment, le professeur Tianfu Tiang a dirigé une étude dans laquelle il a constaté que la sécheresse de 2019 était due en grande partie à des facteurs environnementaux, notamment les températures élevées et la diminution des précipitations. En effet, ce fut l'une des pires sécheresses en Asie du Sud-Est depuis plus d'un siècle. Les niveaux d'eau du Mekong sont descendus au plus bas de mémoire d'homme. Dans certaines régions, des modes de vie séculaires étaient menacés. Nous avons encore de la pluie, mais juste en petite quantité. Ce n'est pas assez. Le niveau d'eau est tel aujourd'hui à cause du débit venu du nord, pas des pluies. Normalement, à cette période de l'année, le niveau d'eau devrait être très élevé et atteindre presque les rives. Les agriculteurs ont eu du mal à pomper de l'eau pour leur culture. J'ai besoin de très longues conduites pour pomper l'eau et je dois pomper très souvent pour arroser mes cultures. Ma récolte est mauvaise. Il y a eu beaucoup de pertes. L'étude d'Eyes on Earth affirme qu'en amont, en Chine, les régions traversées par le fleuve Lancang ont bénéficié de précipitations importantes et de la fonte des neiges en 2019. Nous avons cherché à savoir si c'était vrai. En remontant le fleuve de 300 km depuis la frontière thaïlandaise, on tombe sur le village de Nan No Shan dans la province chinoise du Yunnan. Les habitants dépendent fortement de la culture du thé pu'er, une spécialité locale. Mais la hausse des températures et les plus faibles précipitations depuis des décennies ont considérablement réduit les récoltes. À partir de fin 2018, pendant l'année 2019 et jusqu'en avril 2020, on a connu une forte sécheresse. Le sol doit avoir une certaine teneur en humidité, comme c'est le cas actuellement. Mais au cours des 2 dernières années, ce n'était que de la poussière. Vous ne ressentiez aucune humidité au toucher.
Selon les données recueillies auprès de centaines de stations météo le long du fleuve Lansang, la quantité totale des précipitations dans la région a atteint 680,4 mm en 2019, soit environ 25% de moins que sa moyenne de long terme. Ainsi, les données statistiques et les observations sur le terrain suggèrent que la sécheresse de 2019 a affecté l'ensemble du bassin du fleuve Lansang-Mékong. La Chine en a également souffert, tout comme les pays d'Asie du Sud-Est. La baisse des précipitations et la sécheresse dans la province du Yunnan ont un impact important sur le flux d'écoulement superficiel. Si ce dernier est moindre, cela affecte le débit du fleuve. À environ 100 km en aval de la centrale hydroélectrique de Jinghong se trouve la frontière entre la Chine et le Myanmar. De là, le fleuve coule sur une dizaine de kilomètres le long de la frontière, jusqu'au tripoint entre la Chine, le Myanmar et le Laos. Il n'y a pas de projet majeur de stockage d'eau dans cette région. Cela signifie que la quantité d'eau qui est entrée dans le réservoir du Jinghong et la quantité qui a été libérée en 2019 peuvent prouver si les barrages chinois ont privé d'eau ou non le Mékong. Selon les données fournies par la compagnie, la centrale de Jinghong a reçu un débit d'eau calculé de 40,02 milliards de mètres cubes en 2019, tout en libérant 51,89 milliards de mètres cubes, soit 29% de plus. Pour les experts, cela souligne l'utilité des barrages dans la lutte contre la sécheresse. Nous avons également souffert d'une grave sécheresse l'année dernière. Mais la quantité d'eau libérée a été supérieure à la quantité qui est entrée. Shen Yizhou est en charge de la maintenance de la centrale de Jinghong. Ce type de contrôle est en fait appelé optimisation et régulation en cascade combinée. Un facteur clé est que parmi les installations en cascade du bassin fluvial, il doit y avoir deux grands réservoirs. On les appelle généralement réservoirs de tête de dragon. Et la capacité de régulation réelle dépend de ces réservoirs de tête de dragon. Parmi les centrales électriques actuellement en service sur le fleuve Lansang, l'un est celui de Siarwan, l'autre est celui de Nojadu. Centrale hydroélectrique de Nojadu, la plus grande centrale du fleuve Lansang. C'est un réservoir de régulation du débit sur une base pluriannuelle. On le remplit en période de crue et on effectue des lâchers en année sèche. Si la Chine stockait plus d'eau qu'elle ne le devrait, ce serait ici. 812 mètres, c'est la cote maximum du remplissage de retenue. Normalement, c'est notre niveau maximum. Il est bien en deçà. Lors de notre visite début juillet, les relevés se situaient à 767 mètres, à seulement 2 mètres au-dessus du point mort. Avec un peu moins d'eau, il n'y aura pas assez de dénivelé pour produire de l'électricité. Ce mois de juin a été relativement sec. Il y a eu peu de précipitations. Le niveau d'eau du réservoir a donc diminué. En réalité, c'est la période de l'année durant laquelle les barrages devraient stocker de l'eau. Les niveaux d'eau devraient augmenter. D'après Ding Wenhua, la sécheresse est loin d'être terminée. L'afflux total vers Nojadu en 2019 était inférieur de 30% par rapport à la moyenne sur le long terme. C'était l'année la plus sèche depuis le début de la tenue des registres en 1953. Les scientifiques affirment que les conditions hydrologiques en amont ont aggravé la sécheresse en aval. Parfois, les régions en amont et en aval de tout le bassin fluvial sont sèches en même temps. La sécheresse en 2019, par exemple, a également eu un impact sur le fleuve Lansang. Lorsqu'une sécheresse survient en amont, moins d'eau s'écoulera en aval. L'aval est affecté dans une certaine mesure. La sécheresse a défié les schémas hydrologiques habituels du fleuve Lansang-Mékong, déclenchant une alerte pour les pays riverains. Ces derniers sont actuellement en train de mener des études conjointes sur les causes expliquant les faibles débits enregistrés en 2019. Dans un article intitulé « Comprendre les conditions hydrologiques du Mékong », publié en réponse au rapport réalisé par Eyes on Earth, la Commission intergouvernementale du Mékong, ou MRC, indique que les conclusions du rapport ne reflétaient pas la réalité. Fondée en 1995, la Commission comprend le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.
Un accord sur le développement durable du bassin du Mékong a été conclu entre les 4 pays membres. La MRC explique dans cet article que l'analyse préliminaire en question suggère que la sécheresse de 2019 était en grande partie due à une saison des pluies raccourcie et à un phénomène El Niño ayant déclenché des températures et des taux d'évaporation plus élevés. Ce que nous avons constaté, c'est que les pluies de mousson ont commencé avec près de 2 semaines de retard et se sont arrêtées environ 3 semaines plus tôt que d'habitude. Donc ce que nous avons observé en 2019 ne représente qu'environ 75% des précipitations des années précédentes. Voici ce qui a poussé la Chine à développer l'hydroélectricité. Pendant des décennies, l'économie alimentée au charbon faisait de la Chine l'un des plus gros pollueurs du monde. Le pays veut désormais se défaire de son recours au charbon. Pourquoi la Chine développe-t-elle l'hydroélectricité? La structure de l'alimentation électrique en Chine n'est pas assez écologique depuis longtemps. L'approvisionnement en électricité a été dominé par l'énergie du charbon, qui représente environ 80%. Ma Hongqi est l'un des premiers ingénieurs de barrage en Chine. Il est maintenant membre à l'Académie chinoise d'ingénierie. La raison pour laquelle nous avons tant investi pour développer l'énergie propre au cours des 20 dernières années est d'améliorer notre structure d'alimentation électrique. Le niveau de développement hydroélectrique dans les pays occidentaux développés est de 60 à 80%. Les États-Unis ont un taux de développement d'environ 80%. La Chine a les meilleures ressources hydroélectriques disponibles au monde, mais notre taux de développement n'est que de 50%. Les récentes conditions climatiques et hydrologiques extrêmes ont déclenché un appel d'urgence pour les pays situés le long du fleuve Lansang-Mékong, les incitant à coopérer afin d'améliorer le partage des données, de promouvoir la coordination et de garantir des réponses plus efficaces aux sécheresses et aux problèmes de débit d'eau. Même si la Chine ne fait pas partie des pays signataires de l'accord de 1995 sur le Mékong, elle peut soutenir les pays situés en aval, ce qu'elle a déjà fait dans une certaine mesure. Et je pense que les domaines spécifiques qui doivent être améliorés seraient d'abord l'ouverture et la transparence des données et le partage d'informations. Deuxièmement, les opérations conjointes de tous les principaux barrages en cascade sont vraiment importantes. Il y a également la gestion conjointe des sédiments. Il faut aussi assurer la sécurité des déplacements sur le fleuve. Et à terme, il faut améliorer le développement des mécanismes communs de planification et de gestion du bassin. Depuis environ 18 ans, les 2 stations hydrométéorologiques chinoises près de la frontière avec le Myanmar partagent des données horaires sur la saison des pluies de chaque année à travers leurs publications sur le site web de la MRC. Les pays en aval souhaitent que cela s'étende à toute l'année. Cela pourrait toujours ne pas être suffisant pour le développement et l'ingénierie des ressources en eau des pays en aval. Je pense que le niveau de partage pourrait être renforcé. En tant que chercheurs, nous serions ravis de pouvoir utiliser ces données partagées à des fins de recherche. Actuellement, la Chine n'a pas de traité officiel sur l'eau avec les pays du bas Mékong. Mais des discussions sont en cours. Le gouvernement chinois a toujours encouragé les pays en amont et en aval à renforcer leur coopération sur base de confiance, de compréhension et de soutien mutuel. Les questions relatives au développement, à l'utilisation et à la protection des fleuves transfrontaliers devraient être traitées dans leur ensemble. La Chine continuera de promouvoir les bénéfices réciproques et la confiance mutuelle avec les pays du Mékong en renforçant les consultations, l'échange d'expériences et la coopération en matière de projets. Dans ce laboratoire universitaire, les étudiants analysent les polluants dans les sédiments. Les résultats détermineront le niveau de pollution de l'eau causée par l'homme.
Ces analyses s'inscrivent dans le cadre d'un programme de formation de spécialistes lancé par l'université Hohai de la ville de Nanjing dans l'est de la Chine. Ce qui m'intéresse concernant l'environnement, c'est le traitement des eaux usées. Parce qu'aujourd'hui, mon pays est en voie de développement, donc de plus en plus d'industries se forment chaque jour. C'est très important pour ces industries d'avoir un traitement des eaux usées. S'ils ont besoin d'un projet de développement, il ne s'agit pas uniquement de développement des ressources en eau. Nous sommes prêts à les soutenir avec une technologie de pointe, pour les aider dans le domaine de l'agriculture, le domaine industriel et celui des ménages. Nous sommes prêts. Le programme implique désormais plus de 80 étudiants de la région du Mékong, auxquels sont attribuées des bourses du gouvernement chinois. L'université envisage d'élargir son programme de formation. Le Mékong n'est pas seulement une ressource naturelle importante. Il représente une amitié entre tous les pays riverains du fleuve. C'est grâce au fleuve que ces pays possèdent des liens profonds. Ils partagent leur culture les uns avec les autres et entretiennent des échanges économiques et commerciaux depuis longtemps. En tant que pays en amont d'une voie navigable internationale, la Chine s'est imposée des règles quant à la quantité d'eau rejetée par ses barrages. En ce qui concerne les exigences d'Oncel en matière de niveau d'eau de navigation en aval, la Chine a eu des négociations officielles avec les pays concernés. Nous avons établi le débit qui leur est réservé. Des règles précises ont été instaurées à propos de la fluctuation du niveau d'eau en une journée. J'ai cité auparavant la région du Mékong comme un assez bon modèle, car ce n'est un secret pour personne qu'en Afrique, il y a des tensions sur le Nil en ce moment. Il n'y a que 3 pays concernés, mais ils ne semblent malheureusement pas être assis autour d'une même table. Aujourd'hui, même avec 6 pays sur le Lansang-Mékong, il semble y avoir une très bonne collaboration. La voie semble donc prédisposée à de bons accords. Et si ces accords sont conclus dans l'intérêt mutuel de toutes les parties, je ne vois pas comment la situation pourrait être très tendue. Durant ces dernières années, de nombreux barrages hydroélectriques sur le Lansang sont parvenus à atténuer les sécheresses et les inondations en aval. En juillet 2014, les régions du centre et de l'aval du fleuve Lansang ont subi de fortes pluies dues au typhon Ramasun, provoquant de graves inondations. Nos barrages ont réduit les pics de 87% en retenant l'eau de crue dans les réservoirs. Cela a considérablement allégé la pression relative au contrôle des crues sur les pays en aval. Lors de la grande sécheresse de 2016, notre station de Siawan, un réservoir de régulation pluriannuel, a libéré 12,65 milliards de mètres cubes d'eau, soulageant la sécheresse au Laos et au Vietnam. C'était une sécheresse qu'on ne voit qu'une fois en 100 ans. La MRC nous a envoyé une lettre de remerciement soulignant le soutien apporté par la Chine aux pays en aval, démontrant le sens des responsabilités de la Chine. Mais même les plus ardents défenseurs de l'hydroélectricité admettent ses défauts. Construire des barrages affecte l'environnement. Je ne peux pas dire que cela n'a aucun impact. Et plus important encore, cela affecte les poissons. Les barrages en amont en Chine et dans les pays du Bas-Mékong modifient le rythme naturel du fleuve, bloquent les voies de migration des poissons et réduisent la quantité de sédiments nécessaires à l'agriculture en aval. En parallèle à la construction des barrages, nous avons pris de nombreuses mesures pour protéger le stock de poissons. L'un des projets consiste à avoir recours à la reproduction artificielle dans des environnements soigneusement contrôlés. Les alevins sont ensuite relâchés dans le fleuve.
Nos efforts de protection de la flore, des animaux et des poissons rares visent à minimiser l'impact des barrages sur leur environnement. En termes de navigation, une plus grande quantité d'eau pendant la saison sèche signifie une amélioration des transports fluviaux et un commerce transfrontalier accru, ce que la MRC désigne comme une opportunité de développement. La voie dorée du fleuve Lansang-Mékong n'était navigable que la moitié du temps chaque année. Les bateaux ne pouvaient pas voyager pendant la saison sèche. Mais en raison de la régulation des barrages et de l'eau rejetée par la centrale de Tinghong, la voie est désormais navigable toute l'année et la capacité de navigation du fleuve s'est améliorée. Il est difficile de trouver l'équilibre entre les avantages de l'hydroélectricité et ses impacts sociaux et environnementaux. Le changement climatique, la surpopulation, l'industrialisation et d'autres activités de développement accentuent le défi. Ce qui est important pour nous, pour les pays riverains, c'est de nous développer de manière à trouver un équilibre entre le fait de satisfaire les besoins et, dans le même temps, le maintien de l'équilibre entre la croissance économique, la protection de l'environnement et l'écologie. Le défi auquel nous faisons face actuellement est donc de trouver cet équilibre. Le Mékong est un berceau de la vie depuis des siècles. Et il ne fait aucun doute que ce grand fleuve est désormais entré dans des eaux inexplorées avec l'association de changements climatiques et de facteurs humains. Mais comme l'a souligné la MRC, les conditions variables du Mékong constituent un défi, mais aussi une opportunité. Ce qui attend le fleuve dépend des 6 pays situés le long de ses rives, ainsi que de leurs habitants dont l'avenir et les intérêts sont liés par ce même fleuve.